l'inflation, on continue donc d'en parler à travers la boucle prix-salaire. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Donc directeur général de l'Institut Rexecode. Alors vous étiez venu en début d'année pour nous dire il ne devrait pas y avoir trop de hausse de salaire. Finalement, là on est quand même bien avancé maintenant. On estime à quel ordre cette hausse sur toute cette année? Alors, on peut regarder, on peut regarder l'évolution des salaires sur la période toute récente. On peut peut-être aussi la regarder si on se place sur la problématique de la boucle prix-salaire-prix. Parce qu'une boucle, ça fait un retour. Donc c'est bien l'ensemble qu'il faut regarder. Et il faut le regarder justement sur l'ensemble de la période de hausse des prix. Et ce que l'on a, c'est que oui, on a une accélération des salaires en zone euro. Pour l'instant, ce qui compte, ce sont les salaires réels. Le dernier point qui est connu, c'est le deuxième trimestre. Le salaire réel, pour l'instant, est toujours négatif. C'est-à-dire qu'on a toujours un retard des salaires sur les prix. Mais ce retard est en train de se combler. Et justement, les salaires qui montent moins que l'inflation, sont-ils pour autant une menace pour le retour à l'objectif à 2%? Est-ce qu'ils alimentent Alors, pour l'instant, donc on est déjà un peu en retard. En gros, si on prend par exemple aux États-Unis, même aux États-Unis, il y a un retard des salaires sur les prix. Si on le prend depuis le début de la boucle d'inflation, vous avez 1,2 point de retard de l'évolution des salaires par rapport à l'évolution des prix. Dans le cas de la zone euro, on est plutôt sur un retard qui est de l'ordre de 4 points. Si on prend toute la séquence de hausse des prix, mais parce que, comme cela a été très bien dit par Jean-Claude Trichet, vous avez un comportement d'inflation qui est très différent entre ce que l'on a connu aux États-Unis et ce que l'on a en zone euro. En zone euro, on est sur un processus qui est extérieur. Donc, il faut déjà bien documenter la situation de la boucle prix-salaire. Et puis ensuite, pour que l'on passe dans la deuxième phase de la boucle, qui est la boucle des salaires qui va vers les prix, eh bien, il faut regarder les éléments de contexte, des éléments qui vont renvoyer notamment à la nature du choc que peut connaître l'économie. Est-ce que l'on a actuellement un choc d'offres ou un choc de demande en zone euro? Et ça, les impacts, enfin les conséquences ont été documentées dans un papier de recherche de la BCE sorti il y a peu de temps, et il montre que, en fait, pour qu'il y ait une boucle salaire-prix qui se mette véritablement en œuvre, il faut que vous soyez dans une période où il y a un choc de demande positif. Est-ce qu'on est dans cette situation? On n'en prend pas complètement le chemin. Vous avez les ménages qui ont... quand on va prendre toutes les opinions, les ménages ont un goût pour l'épargne qui est prononcé. Ils vont plutôt aller vers l'épargne que vers la consommation. Vous avez ce matin l'enquête sur la distribution du crédit de la BCE qui est sortie, qui montre que l'intention d'investissement de la part des entreprises, elle n'est quand même pas au rendez-vous. C'est pas ça qui drive le crédit qui lui-même va en reculant quand même très fortement. Donc le choc de demande, il n'est pas devant nous. Donc un des facteurs permissifs qui permettrait le passage de la boucle prix-salaire qui n'est déjà même pas forcément très présente, vers la boucle salaire-prix, eh bien ce facteur permissif, il n'est pas au rendez-vous. Il reste... tuer la demande en fait pour tuer la boucle prix-salaire, et finalement c'est ce qu'a fait la BCE, mais c'est aussi comme ça qu'elle la justifie. Exactement, c'est un peu comme ça qu'elle la justifie. Pour autant, eh bien, on voit que ça dépend aussi beaucoup des dispositifs juridiques que l'on a sur l'évolution des salaires. Et vous avez un cas qui est très particulier à suivre, qui est le cas de la Belgique. En Belgique, en fait, vous avez une indexation quasi intégrale des salaires sur les prix. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'évolution de l'indice d'ensemble des prix à la consommation? Eh bien, en Belgique, sa progression est plus faible que dans l'ensemble de la zone euro. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de boucle salaire-prix, puisqu'il y a une indexation complète. Donc, la boucle, la première partie, elle est atteinte. La deuxième partie, elle ne se voit pas dans l'indice d'ensemble. Oui, mais elle se voit en revanche dans l'indice des services. L'indice des services, il augmente de 7% en Belgique. Et donc, il répercute d'une certaine manière l'évolution des salaires. Donc, il faut bien être assez précis, si vous voulez, pour détecter la présence. Il y a quand même des présences locales de parties salaire-prix, pas forcément une présence générale. Surtout que les services, c'est une composante de l'inflation qu'on a là du mal en ce moment à freiner. Exactement. En fait, on est vraiment dans le moment où il faut regarder les évolutions des prix dans les services, parce que la composante salaire des évolutions des prix des services est bien plus importante dans le cas de ces activités que cela n'est le cas pour l'industrie. Alors, on peut regarder aussi ce qui se passe du côté des entreprises, parce que Christine Lagarde avait dit à Jackson Hole que l'inflation deviendrait persistante si les entreprises incorporent dans leurs prix les décisions futures de hausse de salaire pour rattrapage. Donc en fait, pour arrêter l'engrenage de l'inflation, qui doit
perdre en pouvoir d'achat donc les consommateurs, ou alors qui doit rogner sur ses marges les entreprises? En fait, l'inflation, déjà, c'est toujours un conflit de répartition. Pour savoir justement lequel, enfin, c'est pas un arbitrage comme ça qui va se décider autour d'une table. C'est le produit bien de négociations qui vont se mettre en œuvre. Donc ça dépend de l'équilibre sur le marché des biens, ça dépend de l'équilibre sur le marché du travail, et c'est ça qui va faire l'équilibre in fine. Mais déjà, le point de départ, c'est qu'il y a une perte de pouvoir d'achat pour l'ensemble de l'économie, dans le cadre de la zone euro, puisqu'on est sur un choc initial qui est un choc de prix importés. Donc ça veut dire qu'il y a une perte qui est à se répartir. Une grande partie de cette perte, notamment en France, a été prise en charge par l'État, mais il n'empêche qu'il reste une répartition à effectuer. Donc quand vous regardez globalement, il y avait une étude très intéressante qui a été faite par le CEPI sur l'ampleur de la répercussion dans les prix des hausses de coûts qui avaient été subies par les entreprises. On se rend compte que les hausses de prix étaient restées un petit peu plus faibles que ne l'avaient été les hausses de coûts. Alors, il y avait quelques secteurs dans lesquels les prix étaient allés au-delà des évolutions de coûts, on pense en particulier au secteur de l'énergie, mais en revanche, au global, vous avez plutôt des prix qui étaient en retard sur les coûts. Et alors, est-ce qu'il faut craindre les mouvements sociaux qui sont là pour revendiquer des hausses de salaire? Il y en a en ce moment, évidemment, aux États-Unis, dans l'automobile, avec cette grève massive qui touche les 3 constructeurs. Comment on peut... Est-ce que c'est quelque chose en plus que les banques centrales regardent? Oui, le regarde très attentivement, et notamment vous avez en France un très bon suivi des négociations dans les branches. Vous avez un indicateur des salaires négociés, donc ce qui ressort des négociations autour des minima de branche, et actuellement l'anticipation qui est formulée, c'est une anticipation à 5% d'augmentation des salaires. Donc on est vraiment sur l'idée qu'il y a un enclenchement des prix vers les salaires, mais toujours avec du retard. Et en fait, les salaires s'adaptent en réalité à l'évolution des prix. Parce que en 2022, c'était les primes qui avaient permis à la rémunération des salariés de suivre l'évolution des prix. Vous avez eu une très forte accélération des primes, notamment en particulier en France avec la prime Macron, la prime qui était défiscalisée, désocialisée. Sur l'année 2023, ce qui est très intéressant, c'est de voir sous quel élément se fait l'évolution des salaires. Et celle-ci, elle tient plus à l'évolution du salaire par tête qu'elle ne tient à l'évolution des primes, qui avait été un peu l'amortisseur d'un choc d'inflation qui, début 2022, était encore relativement inattendu. Et le décalage, on peut le voir combien de temps après, justement, les effets de second tour à craindre, on les surveille jusqu'à quand? Ça va assez vite. En tout cas, sur la partie prix-salaire, ça va en général assez vite. C'est l'histoire d'une année de transmission. Et quand vous avez 5% dans les salaires négociés, c'est que vous êtes déjà dans la répercussion de la hausse passée des prix. Donc il y a quand même des suspicions de présence de boucle prix-salaire. Elles restent incomplètes parce qu'on n'a pas tout compensé par rapport à la hausse des prix. Les primes ont été là pour essayer de compenser, mais on l'a observé aussi en zone euro. Quant à savoir si on va aller au-delà, ça dépendra beaucoup des anticipations de prix que formulent les ménages. Parce qu'au bout d'un moment, est-ce que l'on anticipe qu'il y a une poursuite de la hausse des prix? Et quand on regarde pour l'instant... La fameuse indication 5 ans dans 5 ans de la Banque centrale. Voilà, alors il y a le 5 ans dans 5 ans, ça c'est ce que l'on va voir sur les marchés financiers. Vous avez les anticipations de prix formulées par les entreprises, celles formulées par les ménages, et notamment la BCE suit régulièrement, enfin publie régulièrement un indicateur sur les anticipations d'inflation par les ménages. Pour l'instant, l'anticipation médiane à 3 ans, l'inflation à 3 ans, c'est 2,4%. Donc il n'y a pas pour l'instant de désancrage vers le haut des anticipations d'inflation. Donc c'est plutôt un facteur qui va aller dans le sens de l'atténuation du risque de la formation de cette boucle. Mais s'il y a des effets de rattrapage de salaire, ce serait dans quelle catégorie d'emploi, vers quelle branche? Alors, là encore, je vais plutôt prendre en référence le cas français, qui est le cas que je connais le mieux. En fait, on a en France une situation qui est très particulière, c'est que vous avez un mécanisme d'indexation. C'est celui du SMIC. Donc le SMIC a suivi strictement l'inflation, c'est la règle, c'est la loi qui le dit. Ce qui est intéressant à suivre, c'est dans quelle mesure cette indexation de juré peut devenir une indexation de facto de l'ensemble des salaires. Et donc, quand vous avez une augmentation du SMIC, vous avez une forme de compression de l'échelle des salaires. C'est-à-dire que les salaires situés au-dessus du SMIC n'évoluent pas à la même vitesse, en tout cas ne répercutent pas aussi rapidement les évolutions de prix que cela n'est le cas pour le SMIC, puisque ça évolue en fonction de la loi. Donc on a dans un premier temps une compression, mais très rapidement,
vous avez la redilatation. Et donc, et on retrouve un peu les barreaux. La réaugmentation. Voilà, on remet les barreaux à peu près au même endroit. Donc, quelqu'un qui avait 1,2, une rémunération de 1,2 SMIC, dans un premier temps, il va voir le SMIC le rattrape, donc il n'y a plus qu'un écart de 1,1, mais assez rapidement, il se remet sur le même barreau, à savoir un écart de 1,2. Donc c'est intéressant, et ça, on est dans une période qui est tout à fait passionnante pour l'analyste économique, qui est compliquée à gérer pour la politique économique, c'est à quelle vitesse va se faire la redilatation et jusqu'à quel niveau dans l'échelle celle-ci va-t-elle intervenir. Et à quel niveau est-elle supportable pour l'économie et l'inflation en général. Également. Bien, merci beaucoup pour ces réponses, Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Merci d'être venu. Merci.